Le fil de mon micro sous vos chaussures. Est-ce qu'on m'entend? Oui. C'est Super. bon, c'est suffisamment. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue donc à cet atelier qui s'appelle Produire en France et rester compétitif, les défis de la relocalisation. Donc j'ai le plaisir d'animer cet atelier. Je m'appelle Quentin Fabrega, je suis responsable sectoriel santé à la direction de l'innovation de BPI France. Cet atelier portera principalement sur les médicaments anciens, les médicaments matures, notamment par exemple on pourra parler des génériques, des médicaments qui font souvent l'objet de tensions, voire de pénuries d'approvisionnement sur le marché national. On s'est aperçu, notamment pendant la crise Covid-19, de notre très forte dépendance, enfin, en tout cas, on en a beaucoup parlé dans la presse grand public, et c'est peut-être là le déclic pour le grand public. On a une très forte dépendance à des fournisseurs extranationaux. On sait aujourd'hui que 80% des principes actifs des médicaments qui sont consommés en France sont importés, principalement de fournisseurs extra-européens, notamment en Chine et en Inde, où on a délocalisé les lignes de production françaises à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Voilà. Donc on va voir ensemble quels sont les verrous qu'il faut lever pour pouvoir permettre cette relocalisation de médicaments matures en France. Et on essaiera aussi d'aborder les solutions qui peuvent être apportées. Voilà. Donc pour répondre à cette problématique, on a trois intervenants. Avec monsieur Pierre Luzeau, donc, qui est PDG du groupe Sequence. On a ensuite madame Diane Dinard-Farjon, qui est chargée de mission de relocalisation des industries de santé à la Direction générale des entreprises. Et enfin, madame Karine Pinon, qui est présidente de l'AMLIS, donc l'AMLIS qui est partenaire de cet atelier. On les remercie. L'AMLIS qui est une association qui représente 160 PME de santé en France. Et madame Pinon est également directrice générale du laboratoire XO. Voilà. Alors, pour donner un petit peu de contexte à la table ronde, en fait, on a eu des annonces du président en juin 2023 qui a annoncé, lors d'une visite sur un site pharmaceutique, une volonté de diversifier les approvisionnements de médicaments, d'une liste de 450 médicaments qu'il a qualifiés d'essentiels. Et sur cette liste, pour certains d'entre eux, une volonté de relocalisation de tout ou une partie de la chaîne de production de ces médicaments en France. Donc on va voir ensemble, déjà pour commencer, donc peut-être une question pour Diane. Voilà, comment a été définie cette liste de médicaments essentiels et ensuite cette sous-liste de médicaments à relocaliser. Comment en fait elle s'inscrit par rapport à une autre liste plus ancienne que peut-être vous connaissez, qui est la liste des MITM, les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, qui est une liste beaucoup plus importante. Et quelles sont les différences principales avec cette liste des MITM? Oui, merci Quentin. Bonjour à toutes et tous. Face en fait au constat que partageait Quentin sur notre forte dépendance à l'échelle européenne aux importations de médicaments critiques, l'État met en œuvre une stratégie de relocalisation et d'augmentation de capacité de production de médicaments critiques pour réduire nos dépendances et la tension sur nos approvisionnements. Donc, pour définir une telle stratégie, la première étape, c'est évidemment d'en définir clairement le périmètre et donc d'établir une liste de médicaments qui sont prioritaires à ces projets de relocalisation. Donc, Quentin le mentionnait, mais le ministère de la Santé et de la Prévention a publié une liste de 450 médicaments essentiels, à partir de laquelle la Direction générale des entreprises a conduit une analyse de vulnérabilité et de dépendance aux importations extra-européennes pour vraiment cibler des médicaments qui sont à la fois critiques, donc indispensables pour notre système de soins, et vulnérables d'un point de vue industriel. Alors, cette liste cœur, sous-liste, on entend beaucoup de termes. Elle contient actuellement 125 médicaments. Il figure des médicaments comme le paracétamol, des anticancéreux, des médicaments utilisés en anesthésie, réanimation, aussi des traitements pour des maladies chroniques type insuline, cardiologie. C'est une liste qui est évolutive. On n'a pas encore couvert l'ensemble des aires thérapeutiques, donc on procède vraiment au fil de l'eau. Et peut-être, donc pour spécifier la différence avec la liste des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, les MITM, c'est des listes qui sont complémentaires parce qu'elles ne répondent pas tout à fait aux mêmes objectifs.
La liste des MITM, elle est vraiment utilisée à des visées, à des fins réglementaires par l'Agence nationale de sécurité du médicament, notamment pour de l'obligation et du suivi de stock, tandis que notre liste, en fait, nous on a vraiment pris le parti de restreindre au maximum, de cibler au maximum une liste pour prioriser des projets de relocalisation. Merci Diane. Peut-être ensuite, Monsieur Pierre Luzeau, une question. Voilà, on a une volonté du gouvernement de relocaliser certains médicaments. On a eu un rapport de la commission du Sénat sur la pénurie de médicaments en France. On sait que les chaînes de valeur du médicament et les chaînes de production ont été complexifiées, fragmentées, avec, comme je disais en introduction, des fournisseurs extra-européens pour une grande partie de la production de principes actifs. Aujourd'hui, est-ce qu'il est utopique de vouloir relocaliser toute la chaîne de production d'un médicament? Est-ce que certains segments de la chaîne de production sont plus stratégiques que d'autres? Voilà. Et peut-être vous pourriez aussi présenter rapidement ce que fait le groupe Sequence en introduction. Donc Séquence, merci beaucoup déjà pour l'invitation. Le groupe Séquence est spécialisé à la fois sur les anciens médicaments, les médicaments matures, et aussi les développements sur de nouveaux médicaments. Donc on a deux activités, mais on est très impliqué sur cette partie générique. Et en particulier, on en parlera peut-être tout à l'heure sur le projet de relocalisation du paracétamol en France. Pour revenir un peu en amont de votre question, il faut savoir pourquoi on a délocalisé. Le mouvement a commencé il y a une vingtaine d'années et la raison de fond, ce sont les coûts et les responsables, ils sont autour de la table. C'est nous, citoyens, qui souhaitons avoir un accès aux médicaments accessible, peu cher. Et c'est comme ça que les génériques se sont développés. Et c'est ainsi qu'on peut trouver des médicaments qui, progressivement, au fil de l'eau, se sont retrouvés à plus bas prix. Mais la conséquence de ça, c'est que rechercher de la compétitivité en France, avec les normes environnementales, sociales, évidemment, et heureusement, de sécurité, de qualité, n'ont pas permis de garder un certain nombre de médicaments les plus concurrencés. Donc c'est parti en Chine, c'est parti en Inde pour l'essentiel. Et le chiffre qui est le consensus aujourd'hui, c'est que 74%, selon la dernière étude d'une fédération européenne, sont partis sur cette zone. Donc on a un sujet de compétitivité face à ça. Alors maintenant, ça veut dire que la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a quand même 26% qui sont toujours en Europe. Mais malheureusement, dans les médicaments en pénurie, une partie non négligeable d'entre eux ne sont plus du tout produits en Europe. Et je pense que le point clé est celui-là, c'est que lorsqu'on soigne, on a besoin d'abord et avant tout de la molécule qui soigne. On appelle ça le principe actif. Et ce principe actif, sur certaines chaînes, n'existe plus du tout. Donc sur les 450 produits que vous avez cités, on peut imaginer que des produits critiques pour nous tous les jours à l'hôpital, ce sont à peu près un tiers de ces volumes-là. Un tiers, ça veut dire entre 100, 150, ça dépend des listes, effectivement, qui ont absolument besoin d'être rapatriés pour avoir au moins un site de production et s'assurer qu'en cas de nouvelle pandémie, et malheureusement on est à peu près certain que ça arrivera, quand on ne sait pas, mais on est certain que ça arrivera, au moins on ait ces usines sur lesquelles on peut compter, et c'est ça le point clé. Et sur la question, quelle est la partie principale de la chaîne sur laquelle il faut se focaliser, de mon point de vue, c'est d'abord le principe actif. Parce que c'est celui-là qui entraîne ensuite la reconstitution d'une chaîne de valeur. Et est-ce qu'on peut remonter toute la chaîne de production du principe actif parce qu'on sait que les chaînes de synthèse chimique peuvent être parfois assez longues. Et est-ce que ça reste compétitif ? La réponse est dans votre question. Non, c'est pas possible. C'est-à-dire que si on dit que le marché est mondial,
Il faut savoir que la France est, en termes de demande, un tout petit marché. Donc déjà, une usine de production pour la France n'a pas de sens. Elle ne peut se considérer qu'au niveau européen à minima. Et deuxièmement, le coût de reconstituer une industrie complète n'a pas de sens parce que les matières ne peuvent pas toutes se trouver en Europe. Et je vais vous donner un exemple très simple, c'est que la majorité des médicaments que l'on consomme viennent du pétrole. C'est un fait. 3/4 des médicaments ils sont issus du pétrole et en termes de volume, c'est 98%. Donc est-ce qu'on a du pétrole en France? Si on en avait, ça se saurait. Donc il faut choisir effectivement l'endroit dans la chaîne où vous décidez de relocaliser. Et a priori, la meilleure logique, c'est de se focaliser sur le principe actif lui-même. Très bien, merci. Peut-être une question après pour Madame Karine Pinon. Donc je rappelle, vous êtes présidente de l'AMNIS et directrice générale du laboratoire IXO. Donc peut-être vous pourrez nous dire 2 mots sur ces 2 structures en préambule. Oui, tout à fait. Donc le laboratoire IXO, c'est un laboratoire qui a pour vocation de reprendre les produits matures de ce qu'on appelle les big pharma, qui se concentrent sur des produits innovants. Parce qu'effectivement, il y a 2 scopes, comme vous le rappeliez. Il y a les innovations et il ne faut pas les opposer parce qu'on est tous contents d'avoir ces innovations. Mais il y a le produit mature et qui, au bout d'un moment, quand on est sorti du brevet, de la partie protection du brevet, les big pharma délaissent un peu ces produits matures et se concentrent et elles investissent par ailleurs sur les produits innovants. Donc le laboratoire IXO, nous, on a comme caractéristique de prendre ces produits matures, de les maintenir sur le marché. C'est pas parce qu'ils sont matures qu'on ne continue pas à investir dans le réglementaire, dans la qualité, parce que évidemment tout ça doit être complètement conforme et compliant aux règles. Et puis on essaye aussi d'avoir une contribution sur la balance extérieure, puisqu'on travaille aussi l'export. Ces produits matures, vous l'avez dit, il y a eu beaucoup de baisses de prix parce que pendant longtemps, le système a consisté à financer les innovations par des baisses de prix de ces produits matures. Donc ça faisait sens. On disait, on introduit des génériques et puis on continue. On est arrivé là à peau de chagrin. Je voudrais juste citer un chiffre. Aujourd'hui, 72% des produits consommés, des médicaments consommés par les Français sont en dessous de 5 euros. Donc quand on dit des produits très chers, etc., c'est pas vrai. On est à 72% qui sont à moins de 5 euros et qui correspondent à 12% du budget de la sécurité sociale du médicament. Autre chiffre, 1,5% des produits consommés sont à plus de 100 euros et constituent 53% des dépenses du médicament. Donc on voit bien qu'on a 2 mondes totalement avec un grand écart entre les deux. On n'est pas du tout sur les mêmes niveaux de marge. Et quand est arrivé les 2 dernières années là, qui ont été extrêmement critiques pour les CDMO comme pour nous, avec donc du coup ce système d'inflation où on a tous vu nos biens quotidien augmenté, notre bien de consommation classique augmenté. Est-ce que vous avez un exemple justement de l'impact de l'inflation sur le coût de production d'un médicament? En moyenne, on a eu entre 15 et 20%. Alors c'est toujours difficile de donner des moyennes parce que en fonction d'un produit, vous avez la quantité d'API, enfin de principe actif qui va changer. Le coût de l'API en fonction du paracétamol, ça ne vaut pas la même chose qu'un produit en oncologie. Enfin, il y a plein de critères, mais en moyenne, on est à peu près à 25-30% d'augmentation sur le coût de fabrication. Et le prix par rapport justement de ces médicaments matures. Et si vous regardez l'évolution du coût de la vie, il a fait plus 60% en règle générale, entre les années 2000 et aujourd'hui, et on est à moins 40% pour le coût du médicament. Donc là aussi, on voit bien qu'on a un grand écart. Je vous donne juste des exemples. On a parlé beaucoup de l'amoxicilline cet hiver parce que c'est quelque chose qui a beaucoup touché tous les Français. Mais néanmoins, vous avez plein d'autres produits.
Moi, on me demande, par exemple, j'ai un produit qui est justement dans la liste des produits dits essentiels. Ce produit est utilisé dans les EHPAD, il est utilisé dans les prisons pour, on va dire, être anxiolytique, si je résume. C'est le Terralène, d'ailleurs, dont la limémazine est produit aussi chez Sequence. Ce produit-là, on me propose de le vendre, enfin, depuis, je pense, 25 ans, ça n'a pas changé. On est à 89 centimes en PFHT, la boîte de médicaments pour 50 comprimés. Pour ça, on doit tout faire. On doit faire votre fameuse chaîne de valeur. On doit produire de la PI, on doit avoir une sérialisation, on doit payer nos employés, etc. Donc moi, je perds aujourd'hui 1,50 € par boîte vendue. Le pharmacien, quand il la délivre, on parlait de la chaîne de valeur, le pharmacien, lui, quand il la délivre, il a 1,02 € de frais de dispensation. Mon point, c'est pas de dire le pharmacien ne mérite pas son 1,02 €. Il fait son travail et c'est normal et il est rémunéré. C'est juste que dans la chaîne de valeur, le fabricant et qui maintient ce produit, donc le CDMO et l'exploitant du produit, ils font moins de marge sur ces petits produits à faible coût que le pharmacien de l'officine. Encore une fois, on n'oppose pas du tout. C'est juste qu'il faut quand même un peu des fois remettre l'église au milieu du village. Je pense que c'est bien de comprendre que effectivement le prix de vente ne correspond pas au prix que va toucher le laboratoire pharmaceutique, parce qu'il y a un certain nombre d'intermédiaires pour la distribution notamment. Peut-être, Diane, une question sur voilà, les leviers. Alors, on a parlé du prix, mais est-ce qu'il y a d'autres leviers d'action qui sont possibles et que l'État propose pour favoriser la relocalisation de médicaments? Comment l'État peut s'assurer du coup que ça va bénéficier au marché français et européen, cette relocalisation, et quelles sont les contreparties qui peuvent être demandées aux industriels? Alors sur les leviers, peut-être pour citer l'un des principaux, c'est évidemment le soutien à l'investissement. La dynamique d'investir dans la production de médicaments a réellement commencé durant le plan de relance. Le gouvernement a apporté un soutien inédit à hauteur de 800 millions d'euros d'aide publique pour des projets de renforcement de capacité de production, alors qui étaient plutôt ciblés sur des traitements et des dispositifs dans la lutte contre la Covid-19, mais qui a également permis de faire émerger des projets comme l'usine de paracétamol portée par le groupe Séquence. Récemment, Quentin le mentionnait en introduction, le président a annoncé en juin dernier 8 nouveaux projets de relocalisation de médicaments critiques. Donc les projets portent sur 25 des 50 premiers médicaments qu'on ciblait initialement et l'ouverture d'un guichet dédié dans le cadre de France 2030 pour des projets de relocalisation et de renforcement de capacité de production. Donc ce guichet, il est actuellement ouvert, il est accessible sur le site de la BPI avec de prochaines relèves en octobre et en mars. On invite donc l'ensemble des acteurs de la production du médicament en France, qu'ils soient producteurs de principes actifs, producteurs d'intrants, CDMO ou exploitants, à aller vraiment consulter son cahier des charges et à y candidater. Au-delà peut-être du soutien à l'investissement, un autre des leviers, c'est vraiment la réflexion que l'État mène sur les débouchés économiques pour garantir la pérennité des productions qui sont relocalisées et notamment renforcer la prise en compte de l'empreinte industrielle dans la fixation du prix de ces médicaments matures. Donc il y a des dispositions en fait qui existent déjà actuellement dans l'accord cadre qui permettent notamment de prendre en compte la hausse du coût des matières premières. L'inflation était notamment mentionnée. Mais aussi l'investissement et l'empreinte industrielle dans la fixation du prix. Donc pareil, en fait, il faut que les laboratoires déposent des dossiers auprès du Comité économique des produits de santé. Et peut-être juste un point aussi sur l'aspect commande publique, parce qu'il y a aussi le marché hospitalier. La sécurité d'approvisionnement, c'est un critère qui doit rentrer dans la prise en compte des critères de sélection dans les appels d'offres hospitaliers. Et là, la Direction générale des entreprises a travaillé directement avec la Direction générale de l'offre de soins sur une instruction visant à favoriser la multi-attribution et la prise en compte de critères qui ne sont pas que du prix dans la sélection des appels d'offres, donc typiquement des critères de qualité, de logistique, des critères RSE pour jouer sur la sécurité d'appro. Tu me demandais sur les contreparties demandées aux industriels, donc en contrepartie en fait de ce soutien
à l'investissement et à la création d'un cadre plus favorable pour la production des médicaments matures en France, il faut en fait que les industriels du médicament jouent évidemment le jeu et s'engagent sur de la sécurisation d'approvisionnement pour les médicaments matures qui sont financés, dont la production est financée par de l'argent public. Donc là, très concrètement, dans le cadre de cet appel à projet, on demande à chaque porteur de projet de confirmer quels sont les volumes supplémentaires de production envisagés dans le cadre du projet, et on négocie également à la DGE au cas par cas des clauses d'approvisionnement qui sont confidentielles avec tous les porteurs. Moi, j'ai juste deux petites remarques sur ce que tu viens de dire. Sur la possibilité d'avoir une augmentation de prix, on sait qu'on a un goulot d'étranglement aujourd'hui au niveau du CEPS. Il y a beaucoup de dossiers et du coup, on a un goulot d'étranglement. Donc, il faudrait avoir plus de moyens, je dirais, humains pour pouvoir traiter les dossiers. Et sur le deuxième point relatif aux appels d'offres dans les hôpitaux, nous, à l'AMLIS, ce qu'on constate, c'est que dans la plupart des pays, il y a une part réservée dans les appels d'offres au local, et c'est pas simplement quelque chose d'extrêmement complexe sur l'empreinte carbone, etc. C'est une préférence territoriale. Les États-Unis sont très forts pour ça. L'Allemagne est aussi très fort pour ça. Je crois qu'on peut aller un peu plus loin aussi de temps en temps. À l'AMIS, on considère que vraiment, ça c'est quelque chose qui pourrait... il ne faut pas avoir honte de dire qu'on peut avoir cette préférence territoriale. Et il y a aussi un autre point qui est important, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, sur les boîtes de médicaments, le consommateur ne sait pas où a été produit son médicament. Et ça, c'est une vraie bataille parce que je pense qu'effectivement, les consommateurs sont volontaires pour avoir cette information. Ils veulent vraiment savoir ce qu'ils consomment. On peut le savoir pour tous les autres biens de consommation, sauf pour le médicament. Donc ça, je pense que c'est aussi des choses qu'il faut travailler en interministériel pour que vraiment on se parle tous et que ça avance encore un peu plus vite, parce que voilà, c'est un peu... Vous voulez rajouter quelque chose, monsieur Lezot ? Je suis obligé, puisque je suis totalement aligné avec ce que vous venez de dire. Le consommateur a besoin de savoir d'où viennent les médicaments. Je pense que c'est une évidence. On le fait sur tous les autres produits. Pourquoi on ne le ferait pas sur les médicaments ? Le deuxième point, c'est que le médicament, c'est une chaîne de valeur. Et j'ai évidemment insisté pour dire que c'est la chaîne de base, c'est le principe actif, mais il y a toute la chaîne tout au long pour aller effectivement à la pharmacie. Et c'est l'ensemble de la chaîne qu'il faut soutenir. Alors, on ne va pas tout réindustrialiser, relocaliser, mais en tout cas, sur les molécules qui ont été choisies, il faut s'assurer qu'on mette en collaboration l'ensemble des acteurs de la chaîne. Et ça, c'est très important, parce que si vous aidez une partie de la chaîne, mais que vous n'aidez pas l'autre partie, en tout cas, vous ne les faites pas collaborer ensemble, on reposera la même question dans 5 ans. Exactement. Et évidemment, et troisième remarque, le pourcentage, il est quand même étrange que dans toutes les grandes régions du monde ou pays du monde, il y ait un volume réservé aux producteurs locaux, et que en Europe, pour des raisons de globalisation naïve, on ne réserve pas de façon automatique, je ne sais pas, 30% des besoins de notre pays à des producteurs locaux. Sinon, on n'y arrive pas. On peut tourner l'équation comme on veut, on n'y arrivera pas. Okay. Donc je comprends qu'il faut mieux se placer à un niveau européen, en tout cas sur la demande. C'est absolument certain. Indispensable. Peut-être un autre point qui revient, et Monsieur Lezot, vous allez pouvoir garder la parole, c'est sur les contraintes. On parle en deuxième point surtout des contraintes environnementales qui peuvent être beaucoup plus dures en France ou en Europe par rapport à des fournisseurs qui sont extra-européens. Voilà. Est-ce qu'il y a des différences fondamentales ? On sait que l'industrie pharmaceutique est quand même une industrie en grande partie de la chimie, donc qui génère des déchets. Est-ce que certains déchets peuvent être revalorisés ? Est-ce qu'il y a des filières de retraitement qui existent ? Voilà. Et est-ce qu'on pourrait arriver à un écart de prix qui serait viable économiquement ? Deux choses. La première chose, c'est que en France, on aime le nucléaire, et tant mieux, et on l'aime de plus en plus. La chimie, c'est moins vrai, mais quand on sait que la chimie, c'est pour les médicaments, peut-être qu'on finit par changer d'avis. Bon, ça, c'est une remarque liminaire. Ensuite, en Europe, on a les contraintes environnementales, appelons-les comme ça, de qualité et une protection sociale qui est au niveau le plus élevé de la planète, et c'est très bien, il ne faut rien changer. Il faut rien changer. Mais
une fois qu'on a dit ça, ça a un coût. Et l'étude de PwC Stratégie a démontré que le gap de compétitivité avec les pays asiatiques, qui eux n'ont pas du tout les mêmes contraintes, sont en moyenne de 40%. Donc entre un médicament, un principe actif fabriqué là-bas et ici, il y a 40%. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On en a parlé, on a expliqué quels pouvaient être les moyens et France 2030 être formidablement sur ce sujet. Je pense que la réponse est très simple, c'est l'innovation et c'est l'innovation compétitive. Donc dans le cas particulier du paracétamol, sachez que l'usine que l'on construit, de 15 000 tonnes, qui représente à peu près un tiers de la demande européenne, voire un peu plus, permet d'être plus compétitif que les concurrents chinois et asiatiques, permet de réduire entre 5 et 10 fois l'impact sur l'environnement, de réduire par 5 la consommation d'énergie et de 75% l'émission de CO2. Donc c'était dans notre cahier des charges que de venir avec un procédé innovant qui allie à la fois la compétitivité et l'impact sur l'environnement. Donc oui, il faut réindustrialiser, mais il faut réindustrialiser selon les normes qui sont en vigueur chez nous. Il n'y a pas d'autre solution. On ne va pas relocaliser des médicaments qui sont 3 fois plus chers que ce qu'on peut trouver ailleurs et aussi polluants. Ce n'est pas possible. Il y a un dernier point que j'aimerais aborder, et puis on va se garder un petit peu de temps pour les questions-réponses après. Madame Pinon, vous qui représentez 160 PME de santé, est-ce que vous pouvez nous dire, et c'est peut-être pas propre à l'industrie pharmaceutique, voilà, les difficultés de recrutement de main-d'œuvre industrielle, on pense aux opérateurs de production, les techniciens, etc. Ouais. Et comment pérenniser justement ces postes ? Alors oui, parce que la caractéristique en fait des PME de santé de l'AMLIS, c'est qu'effectivement on favorise la production française. Donc on est à peu près 50% de fabrication française et 90% au niveau européen. Et ce qu'on disait effectivement, c'est que ces projets de réindustrialisation ou de maintien de l'industrialisation, parce qu'il n'y a pas que réindustrialiser, il y a aujourd'hui un tissu industriel qui nécessite d'être maintenu en forme, etc. Et on sait que ça nécessite beaucoup d'investissements au fil de l'eau, mais il faut aussi pouvoir mettre des gens dans les entreprises, à l'usine. Et on sait que nous, moi je travaille avec 22 CDMO, français ou européens. Une des grosses difficultés, une des raisons aussi des pénuries, c'est le manque de main-d'œuvre. Et une fois qu'on a dit ça, il faut réenchanter le métier de l'industrie pharmaceutique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on dit la chimie c'est polluant, oui, mais la chimie ça soigne. Donc chez des jeunes générations qui cherchent du sens dans le métier, je trouve qu'il y a des choses qu'il faut ne pas hésiter à promouvoir. Et il faut aussi, du coup, travailler avec les filières d'éducation très en amont pour pouvoir dire oui, l'industrialisation, c'est des métiers pérennes, c'est des métiers où il y a de l'avenir, on peut faire des carrières. On n'est pas obligés tous de travailler dans les services et dans les sièges sociaux. Il y a des carrières qui peuvent se faire au niveau de l'industrie et ça fait sens et on peut trouver des choses très valorisantes. Donc ça, c'est le LEM travaille bien en amont sur les métiers des pharmaciens, etc. Mais il faut aller aussi vers des métiers qui sont plus manuels parce qu'on en a besoin. Et ça, malheureusement, c'est aussi un travail d'éducation, je dirais, de façon générale. Ouvrir un peu les chakras et arrêter de penser que voilà, les métiers uniquement dans les services sont des métiers d'avenir. Je vais être obligé de faire un autre commentaire complémentaire et je m'adresse aux plus jeunes d'entre vous. La pharmacie, c'est un métier qui paye extrêmement bien par rapport aux autres métiers. C'est un métier de ce point de vue-là qui est attractif, qui a énormément d'évolutions liées à l'innovation. Et donc, c'est un métier en tension, pas uniquement parce qu'on ne forme pas assez de pharmaciens et d'ingénieurs, mais aussi parce qu'il y a une croissance sur ce métier qui est extrêmement forte. Donc c'est un métier attractif et qui embauche. Le deuxième commentaire que je ferai, c'est que France 2030 a amené ça de particulier, c'est qu'on change l'image de l'industrie. Aujourd'hui, l'industrie, ce n'est pas uniquement un métier sale, graisseux, c'est plus du tout ça, ça a totalement changé. On n'est pas dans les années 90. Cette industrie, elle est novatrice, elle est attractive
bien payés. Et donc, en conséquence, je pense qu'on a changé drastiquement l'image qu'on peut avoir de nos métiers. Donc, j'encourage les jeunes, effectivement, à nous rejoindre. Et peut-être en faire une fierté, ce qui rejoint la thématique Et du en jour. faire une fierté, bien sûr. Voilà. Bon, on est arrivé au bout du temps, mais je pense qu'on peut prendre quand même peut-être une question, si quelqu'un a une question dans le public. Bonjour. Ici, on a parlé principalement des médicaments chimiques, donc plutôt de la première génération. Aujourd'hui, il y a tous les médicaments du biologique. Je sais que Sequence est impliqué et se développe dans ce segment. Comment vous allez attirer des clients, des employés pour aller vers les anciens métiers en quelque sorte et se détourner de toute la partie biologique qui peut être vue beaucoup plus intéressante, beaucoup plus excitante dans le futur? On est excité par les deux, donc je ne sais pas trop comment répondre à votre question, si ce n'est de dire que, en fait, ce sont des métiers qui ne sont pas du tout statiques. On a une image de la synthèse pharmaceutique comme un métier qui a des productions de chimie qu'on a appris à l'école. C'est plus du tout vrai. Aujourd'hui, on croise les sciences, on croise la chimie, la biologie, la physique, les mathématiques avec l'IA pour trouver des solutions pour les clients. Exemple, savez-vous que pour fabriquer des vaccins ARN, il faut de la chimie. Les lipides qui sont le carrier de l'ADN, viennent de la chimie. Les polymères qui permettent d'amener le principe actif dans les cellules, dans le corps, c'est de la chimie. La biocatalyse pour accélérer les réactions, c'est de la biologie qui va vers la chimie. Donc, la flow chemistry, la chimie en flux continu, qui permet de réduire le nombre d'étapes de production. Tout ça, toutes ces technos, ça n'existait pas il y a 20 ans. Donc il faut se projeter dans l'avenir sur des métiers dans la chimie comme dans la biologie, totalement novateurs, et surtout avec ce croisement de sciences qui rend nos métiers attractifs parce que intéressant, motivant, enthousiasmant. Voilà. Et puis moi, je vais rajouter une composante économique et avec une image que j'espère que vous allez comprendre. On ne peut pas toujours rouler en Ferrari. Des fois, un vélo, ça permet d'aller à un point A, à un point B, et on a besoin simplement du vélo. Et quand c'est le système public qui paye le transport, je pense qu'on est tous conscients qu'il vaut mieux des fois revenir à des choses de base. Il y a plein de pathologies qui sont traitées avec de la chimie aujourd'hui et qui marchent très bien. Donc le biosimilaire, etc., c'est très intéressant. On a fait des fantastiques avancées, mais encore une fois, là, vous êtes en train de parler de même pas 1,5% de la population des patients qui doivent être traités. Donc aujourd'hui, on a un principe de base. On n'arrive déjà pas à financer le médicament de base. Il faut pouvoir financer les innovations et on travaille avec les gouvernements pour essayer de trouver des systèmes alternatifs pour financer ces innovations. Mais il y a, voilà, on n'est pas obligé tous de rouler en Ferrari. De temps en temps, on en a besoin. Et tant mieux si on peut y avoir accès. Mais heureusement, de temps en temps, il faut savoir raison garder. Et peut-être un chiffre pour clôturer, c'est que 2/3 des médicaments qui vont sortir sur les marchés dans les 5 ans à venir, ce sont des petites molécules, donc de la chimie. Il ne faut pas l'oublier. Merci, je pense qu'on va s'arrêter là et merci pour cette image, cette dernière image de Ferrari, du vélo. Et on préfère le vélo pour la transition écologique, évidemment. Donc je vous remercie nos 3 intervenants pour leur participation et l'AMLIS du coup pour le partenariat. Et puis peut-être on se donne rendez-vous dans 1, 2 ou 3 ans pour faire un bilan de situation. Merci. Merci.